Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Au nom de Dieu, le tout clément, le tout miséricordieux. Bienvenue à ce nouveau podcast de la Fondation islamique et culturelle d'Ahl al-Bayt. Aujourd'hui, on a l'honneur et le privilège d'avoir avec nous Xavier Carlo, quelqu'un qui est connu déjà dans la communauté, qui est membre de la coalition Ensemble à gauche, qui a été actif vraiment depuis son adolescence dans le monde associatif, politique et syndical, et qui aujourd'hui va nous aider un petit peu à décortiquer ce système politique suisse en nous rappelant quelques points essentiels dans une première partie, et dans une deuxième partie, on va parcourir les points de votation pour le 28 septembre. Donc, Xavier, à toi la parole. Alors, mon cher frère Maurice, assalamu alaikum. Alaykoum salam. Également à tous nos frères et nos sœurs. Je te remercie tout d'abord de cette invitation qui m'honore beaucoup. Alors, comme tu l'as dit, je vais commencer par faire un bref rappel de quelques notions du système politique suisse. Donc, tout d'abord, on peut qualifier la Suisse comme étant une démocratie bourgeoise semi-directe. Pourquoi semi-directe? C'est ça qui va être intéressant parce qu'elle combine des éléments de démocratie directe, donc notamment à travers deux outils que sont le référendum et l'initiative. On va revenir dessus après. Et puis c'est également une démocratie représentative, donc c'est-à-dire que le peuple n'exerce pas directement le pouvoir, mais qui va élire des représentants qui vont siéger dans différents parlements pour les représenter. Donc la Suisse, on peut aussi dire que c'est un État fédéral. Pourquoi fédéral, bien qu'on appelle la Suisse une confédération? Parce que donc c'est en fait une fédération, c'est en fait un agrégat de différentes entités qui ne sont pas vraiment indépendantes les unes par rapport aux autres, qui partagent un pouvoir, et puis dans la Constitution, je veux dire le socle fondamental. Et tandis qu'une confédération, c'est un pouvoir central qui est beaucoup plus limité, et puis c'est plutôt un agrégat d'États qui sont souverains. Donc c'est pour ça que la Suisse est en fait une fédération et non pas une confédération, malgré son nom. Donc comme je l'ai dit par rapport à la fédération, c'est un agrégat de différentes entités, et chez nous, c'est composé principalement par 26 cantons, dont 3 demi-cantons. Et chaque canton, donc, a son propre parlement, qui est notamment appelé le Grand Conseil, son propre gouvernement, qui est appelé le Conseil d'État, et également ses propres tribunaux. Alors, ce qui est un peu dur à comprendre pour des non-suisses, c'est que chaque canton assure et dicte ses propres règles en ce qui concerne la fiscalité, la santé, les aides sociales, l'enseignement, la justice et certains droits politiques, par exemple le droit de vote pour les non-suisses, au niveau communal et parfois même au niveau cantonal. Donc les cantons jouissent d'une réelle autonomie. Ça, c'est très important Juste de se le rappeler. le demi-canton, c'est quelque chose qui est souvent pas clair. C'est pourquoi c'est des demi-cantons? Est-ce qu'ils ont la moitié des droits? Non, alors ils ont les mêmes droits en fait. On va voir après au niveau des représentations. Mais bon, c'est des subdivisions administratives en fait. D'accord. Voilà. Mais en fait, ils ont les mêmes droits. Et chaque canton donc, est subdivisé en communes. En tout cas, il y a environ 2100 communes en Suisse. Et la Confédération, elle garde tout de même des prérogatives en ce qui concerne bien évidemment la politique étrangère, la défense, les monnaies. C'est elle qui émet donc l'argent. Elle est aussi responsable de la législation fédérale, puis de toutes les règles et des orientations macroéconomiques qui sont malheureusement orientées à travers le libéralisme et puis la globalisation. Voilà, la séparation des trois pouvoirs, chère à Montesquieu, elle est également donc, présente en Suisse. Donc on a trois pouvoirs distincts, législatif, exécutif et judiciaire. Donc ce qui est aussi important de savoir, c'est qu'on a trois niveaux politiques en Suisse, que sont la Confédération, les cantons et les communes. Alors, comment sont réparties les compétences entre ces trois niveaux? En fait, ils sont répartis conformément au principe de ce qu'on appelle la subsidiarité. C'est-à-dire que les décisions doivent être prises au niveau de l'échelon administratif, qui est celui qui est le plus proche des citoyens. Donc d'abord au niveau communal, ce n'est pas possible au niveau cantonal. Et en fait, quand la Confédération doit agir, elle doit agir en respectant strictement la Constitution. Donc ça, c'est aussi important de se le rappeler. Donc les organes au niveau de la Confédération, au niveau législatif, depuis la Constitution de 1848, on a deux organes principaux. Donc, on a, et c'est là où la question des petits cantons peut être intéressante, on a le Conseil national et le Conseil des États.
Donc ça, si vous voulez, c'est le pouvoir législatif. Donc c'est ce qu'on appelle un système bicaméral, qui était d'ailleurs copié sur la Constitution américaine. On a le Conseil national, qui est composé par 200 parlementaires et qui sont élus tous les 4 ans, donc pour une durée de 4 ans, avec des mandats reconductibles sans limitation. Le mode de scrutin est proportionnel, ce qui signifie que chaque parti obtient le nombre de sièges qui est proportionnel à son score électoral. La chancellerie organise ces élections. Donc là, les prochaines élections auront lieu le 24 octobre 2027. Le nombre de conseillers est déterminé en fonction de la population. Donc les cantons qui ont une population plus importante enverront plus de conseillers que les autres. Okay. Alors, à titre d'exemple, Genève envoie 12 conseillers. Et la deuxième chambre, alors vous allez comprendre pourquoi est-ce qu'il y en a deux, c'est le Conseil des États. Donc le Conseil des États, en fait, il favorise plus les petits cantons pour rétablir la balance par rapport au Conseil national, parce qu'en fait, chaque canton va envoyer 2 représentants. Donc en tout, on aura 46 représentants, ce qui fait que là, vous l'avez compris, les petits cantons seront au même niveau que les grands cantons. Et pour Genève, nos 2 conseillers d'État sont Mauro Poggia du MCG et Carlos Omaruga du Parti socialiste, qui par ailleurs s'est beaucoup investi pour la cause palestinienne, comme vous le savez bien. Lequel? Ou les deux? Non, surtout Carlos Omaruga. Poggia, je crois. Oui, il a fait quelques déclarations, mais vraiment, Omaruga s'est investi dans les manifestations, dans l'association de l'amitié Palestine-Suisse. Voilà. Je crois qu'il est même venu parler dans quelques manifestations. Oui, exactement. Alors, pour qu'une loi puisse être votée et adoptée, c'est les 2 chambres qui doivent l'accepter à la majorité simple. Et ces 2 chambres, elles constituent, ce que vous avez peut-être entendu parler aux médias, c'est l'Assemblée fédérale. Chose aussi particulière en Suisse, c'est que le gouvernement n'est pas élu directement par le peuple, donc le Conseil fédéral, mais il est élu par les 2 chambres suite aux élections, par exemple, suite aux élections du 24 octobre 2027, il y aura la session d'hiver en décembre, et c'est durant cette session d'hiver que les 7 conseillers fédéraux seront élus, et les 7 conseillers fédéraux formeront donc le gouvernement suisse. Et c'est au sein de ce gouvernement que sera désigné le président et le vice-président. Et vous savez que le président suisse a une fonction qui est purement honorifique. Exactement. Voilà. Donc ça, c'est, je crois, une des spécificités vraiment de la Suisse, où il n'y a pas vraiment de chef d'État, mais c'est un conseil de 7 personnes. Voilà, exactement. Qui se répartissent les portefeuilles, alors après, les responsabilités. Tout à fait. Après, ils se répartissent les dicastères d'un commun accord. Et c'est aussi intéressant de le souligner parce qu'à partir de 1959, alors on voit qu'il y a un certain consensus dans les gouvernements qui peut parfois s'exercer au détriment du peuple. C'est un consensus un petit peu bourgeois de centre-droit qui incorpore tous les partis gouvernementaux importants. Et il y a ce qu'on appelle en 1959, on a eu ce qu'on appelait la formule magique, c'est-à-dire que c'était une règle tacite en Suisse qui voulait que le Conseil fédéral soit composé de 2 PLR, 2 socialistes, 2 ce qui était à l'époque les démocrates chrétiens, ce qui est devenu le centre actuellement, et puis 1 de ce qui est actuellement l'UDC, qui était avant un parti agrarien, je ne me rappelle plus exactement le nom. Bon, cette formule magique a changé actuellement. Elle est passée elle est actuellement donc de 2 PLR, de 2 UDC, de 2 membres du Parti socialiste et d'un membre du centre, pardon. Donc on voit vraiment cette volonté d'agréger tous les partis gouvernementaux importants. Puis en fait, l'UDC, c'est parce qu'elle est... Parce qu'elle a augmenté son score, et après je vais... Ouais, exactement. Alors, comme tu le dis... Juste une autre question qui peut-être, parce que pas tous nos auditeurs soient au courant, quand tu parles de bourgeois, ça veut dire quoi exactement ? C'est-à-dire, ça vaudrait peut-être l'occasion de faire un podcast uniquement là-dessus. C'est-à-dire que c'est une démocratie bourgeoise, c'est-à-dire que c'est une démocratie qui défend le libéralisme économique, en fait, et qui défend un peu cet ordre économique basé sur le libre-échange et sur le capitalisme. Et pour moi, c'est aussi une démocratie indirecte. Parce qu'une démocratie, il y en a aussi un autre style de démocratie. Bon, voilà, ça après on tombe dans des modèles un peu socialistes-utopistes, mais qui serait une démocratie directe où le peuple réellement défendrait ses propres intérêts sans passer par des parlementaires. Et vous allez voir après que le nom de démocratie bourgeoise est quand même un peu mérité, parce qu'il y a un peu une surreprésentation de certaines élites au niveau des parlements,
des cadres supérieurs, des professions libérales par rapport aux salariés et par rapport aux travailleurs. Voilà. Donc, qui est souvent un problème dans les démocraties voilà, libérales. exactement. Et puis en plus, sans compter le poids aussi des lobbies qui peuvent influencer différents parlementaires, notamment au niveau de l'assurance maladie, par exemple. Voilà. Ça pourrait aussi vous intéresser, sans rentrer dans le détail, de savoir que le premier parti de Suisse est l'UDC, qui, aux dernières élections au niveau de l'Assemblée fédérale, a fait 27,9% des voix, suivi par le PS à 18,3% et ensuite le Parti libéral radical à 14,3%. Et le quatrième parti de Suisse, ce sont les Verts avec 9,8%, qui ont connu aussi une scission avec les Verts libéraux, bon, qui pour moi constitue un parfait oxymore, mais voilà, à 7,6%. Donc c'est quand même inquiétant de voir que... L'UDC est vraiment dehors. Voilà, ouais, donc c'est vraiment inquiétant de voir qu'ils n'ont cessé un peu, comme dans toute l'Europe, je veux dire, et puis le monde occidental, on voit avec les États-Unis actuellement, mais qui n'ont cessé d'augmenter leur score électoral, tout en pérennisant le système par ailleurs. Voilà, donc là, on en est venu avec le terme de démocratie bourgeoise, mais ça a l'air vraiment extraordinaire quand on en parle comme ça de façon théorique, mais en pratique, on a quand même différents problèmes. Alors, sans rentrer dans une polémique et en restant factuel, on peut d'abord parler des femmes. Alors, c'est assez intéressant de voir qu'elles ont eu le droit de vote au niveau fédéral quand? En 1971. Donc, soit bien après la Turquie, ou Atatürk, je crois, avait donné le droit de vote en 1924 aux femmes. Mais pas dans tous les cantons, ça je me souviens. Alors, on va y venir exactement, mais en Appenzell Rhodes intérieur, comme tu le dis, c'était en 1990. Voilà. Ça, c'est déjà donc quelque chose. Voilà. S'en souvenir. Donc, voilà, exactement. Donc, on s'en rappelle, puisque moi, je devais avoir 20 ans à l'époque. Voilà. Donc, c'est pas si vieux que ça. Hein. On avait l'âge de vote. Ouais, exactement. Alors, maintenant, on va encore voir autre chose. C'est qui vote et quel est le pourcentage par rapport à la population globale. Alors, la Suisse est composée d'environ 9 millions d'habitants. Sur ces 9 millions d'habitants, il y a seulement 5 600 000 habitants qui votent. Donc, c'est essentiellement donc, les gens suisses. Donc, voilà, bon, voilà. Mais ce qui fait que vous avez 4 millions de personnes qui sont exclues environ des votes. Et moi, j'ai trouvé que c'était assez quand même stupéfiant pour le faire remarquer. J'ai souvent fait, par exemple, des stands d'information politique ou pour défendre différentes causes. Puis il y a souvent des gens qui m'ont abordé, par exemple, qui étaient espagnols, portugais, italiens, albanais ou turcs, qui me disaient « Mais moi, je suis tout à fait d'accord avec vous, je défendrai tel droit pour les travailleurs ou pour aider le peuple. Mais malheureusement, je ne peux pas voter. Et puis chez moi, voilà, j'étais dans la gauche alternative. » Mais ils ne peuvent pas voter parce qu'ils ne sont pas suisses. Parce qu'ils ne sont pas suisses, évidemment. Évidemment. Et donc, c'est des gens qui ont plutôt un vote progressiste. Donc, c'est assez intéressant de le faire remarquer. Donc, attendez, c'est pas fini. Quand vous regardez le taux de participation par rapport à ces 5 millions de personnes qui constituent le corps électoral en Suisse, par exemple, aux dernières élections aux dernières votations de 2024, c'était 48,4% des gens qui ont voté. Donc, en tout, 2,7 millions de personnes sur une population de 9 millions de personnes. Et ça, c'est déjà bien parce que vous avez des fois des taux de participation à 35 ou 40%. Donc, c'est encore moins. Ce qui fait que finalement, c'est une minorité de personnes qui peut prendre des décisions qui peuvent influencer la vie d'une majorité de personnes. Et l'avant-dernier souci, comme je te l'avais dit avant, c'est la surreprésentation de certaines catégories socio-professionnelles. Par exemple, on a les professions libérales qui comptent pour 25,2% des parlementaires et les entrepreneurs à 19,9%, alors que ce n'est pas ce qu'ils représentent au sein de la population. Et puis, c'est souvent des gens qui ont des postes de cadre supérieur, à haute responsabilité, de direction. C'est non pas que je dénigre cette catégorie sociale, mais je trouve que la grande majorité des gens, ce sont des travailleurs. Puis il y aura beaucoup plus de représentation pour ces gens-là. Et les parlementaires seraient à même de mieux comprendre les réalités que traverse le peuple. Mais donc, si les parlementaires sont élus par le peuple, comment on se retrouve dans cette situation? Eh bien, en fait, ce que tu as souvent, enfin moi, ce que j'ai l'impression, et ce qui est pour être corroboré par certains faits, c'est que vous avez souvent des gens aisés qui vont voter, en fait. Et ils vont voter pour des catégories qui vont défendre leurs idées. Ça, c'est déjà une chose. Mais alors, pourquoi les gens moins aisés ne votent pas? Attends. Et puis d'autre part, je pense qu'il y a aussi toute une gauche, je veux dire, qui est composée, je ne critique pas, mais c'est très bien, mais qui est composée donc d'universitaires, donc aussi de gens qui ont des positions supérieures dans la société,
et qui ont investi massivement le PS, ou par exemple le PS, je crois que c'est le premier parti de Suisse, par rapport au nombre de diplômés universitaires, et qui finalement ne représentent plus forcément les catégories socio-professionnelles qui sont censées défendre. Et ça, je pense que ça peut rester aussi problématique. Par exemple, je ne sais pas, mais je pense qu'il n'y a pas énormément de plombiers, de maçons, d'infirmiers, d'aides-soignants, de garagistes ou d'ouvriers qui sont au Parlement. Et ça, je trouve que c'est dommage, parce que ces professions, disons, avec une pénibilité physique, elles constituent quand même une bonne partie de la population. Voilà. Et je crois que tu avais encore une troisième question. Non, ce n'était pas vraiment une question, mais juste avoir ton avis, parce que pour moi, il y a aussi le problème d'argent et de financement, parce qu'il faut quand même faire une campagne, il faut se faire connaître pour être élu, et on a beaucoup plus de facilité si on a les moyens, et si on a son réseau, qu'un plombier qui, avec des moyens très limités, comment est-ce qu'il peut se faire connaître suffisamment par la population pour être élu. Je ne sais pas quel est ton avis là-dessus. C'est quelque chose que, en tout cas, dans des pays comme les États-Unis, est extrêmement clair. Pour être au Congrès ou au Sénat, c'est des millions de dollars qu'ils doivent dépenser dans les campagnes électorales, et pas tout le monde a les moyens. Mais par rapport à la Suisse, je voudrais aussi avoir ton avis sur ce point-là. Oui, alors évidemment, ça reste aussi un problème, d'autant plus que le narratif de dominance serait plutôt en faveur des classes supérieures, surtout en Suisse, puisque tout le système un peu de droit économique est basé là-dessus, donc sur une domination de ces classes. Alors évidemment, oui, ça reste vraiment aussi un problème par rapport au financement des campagnes électorales, même si, je veux dire, le coût est beaucoup moindre qu'aux États-Unis, puisqu'on sait que facilement une campagne des démocrates ou des républicains dépasse facilement le milliard de dollars. Donc ça, je veux dire, c'est clair. Après, je pense aussi que les courants qui sont censés représenter les travailleurs devraient partir déjà en étant beaucoup plus unis que ce qu'on a pu aussi voir aussi à Genève. Et il y aura quand même des possibilités à ce niveau-là, parce que par exemple, la gauche alternative elle représente facilement entre 10 et 15% donc, des votes à Genève, mais souvent donc, il y a des divisions entre ces courants. Et puis ça prétérite un petit peu les mouvements, puisque chaque monde a fait une campagne électorale, souvent avec des articles dans la presse peu élogieux sur les uns et les autres par rapport à différentes affaires qui ont défrayé la chronique. Donc ça, c'est clair que ça reste un souci, effectivement. L'unité fait la force. Ouais. Alors, excuse-moi juste, par contre, je pense que le système suisse fait qu'au niveau national, je pense que ça serait beaucoup plus difficile actuellement pour des courants de la gauche alternative d'être représentés. Par contre, au niveau des parlements et des communes, je veux dire, là, tout est possible. Tout est possible si on part unis. Ouais. Mais une autre question qui me vient à l'esprit, justement, c'est... Après, je ne connais pas très bien exactement ce qu'on a besoin comme compétences et connaissances pour être au Parlement et pour être performant au Parlement. Mais est-ce qu'il n'y a pas aussi cet aspect-là qui rentre en jeu où les métiers d'ouvrier, sans, je veux dire, faire de jugement si le travail qu'ils font c'est extrêmement important pour la société et on ne peut pas faire sans, et même si on regarde par rapport à la valeur qu'ils rajoutent aux citoyens et à la société de manière générale, je trouve qu'ils sont vraiment sous-payés. Mais est-ce qu'on ne peut pas aussi faire cet argument qu'ils n'ont pas forcément les connaissances et les compétences qui sont nécessaires pour être performants dans un rôle de parlementaire? Alors non, je ne pense pas, parce que tout d'abord, je pense que chaque parlementaire, il a des compétences spécifiques par rapport à son domaine d'expertise et à sa profession. Moi, j'ai par exemple un directeur ou un cadre supérieur qui est élu. Est-ce qu'il va vraiment connaître le métier de soignant s'il est issu par exemple d'un milieu, je sais pas, d'ingénierie ou d'une grande entreprise? Est-ce qu'il va connaître le milieu des soins? Bon, vu ce qui est décrété parfois au niveau des budgets, je ne pense pas. Pour avoir aussi siégé dans différents groupes, je veux dire qu'on avait souvent des gens qui étaient partis là, qui étaient plutôt des technocrates, qui voulaient uniquement que le budget soit dans les bons chiffres et qui n'avaient aucune connaissance des métiers qu'ils étaient censés défendre. Donc je pense qu'au contraire, c'est un rassemblement de toutes les compétences qui est nécessaire au fonctionnement
d'une société qui doit être réalisée actuellement. Et je pense qu'un travailleur, dans son domaine d'expertise, il a tout autant de compétences qu'une personne, disons, issue de la classe supérieure, et qu'en plus des compétences, on peut aussi les acquérir. Parce qu'il ne faut pas oublier que dans les parlements, vous avez aussi des secrétariats, et puis par la suite, vous pouvez aussi faire des formations. Voilà. Mais je pense que ce qui est très important, encore une fois, c'est de représenter toutes les catégories socio-professionnelles de la population. Parce que je veux dire, moi par exemple, qui travaille dans les soins, je ne serais pas forcément représenté, je ne me sentirais pas représenté par un député du PPLR. Parce que je ne pense pas qu'il va vraiment connaître l'organisation d'un hôpital ou d'un EMS. En tout cas, lorsqu'il va décider de couper des budgets ou de supprimer des postes. Voilà. Et puis pour finir, la dernière difficulté qu'on a, c'est que les jeunes, ils sont aussi sous-représentés au Parlement. Alors les moins de 40 ans, on sait qu'ils représentent 46% de la population, mais ils ne comptent que 12% de parlementaires. En ce qui concerne les organes politiques au niveau cantonal, donc par exemple à Genève, au niveau, on en a principalement deux. On a le Grand Conseil, donc, qui représente le pouvoir législatif, qui est composé de 100 conseillers, qui sont élus pour une durée maintenant de 5 ans avec la nouvelle constitution. Donc les élections auront lieu chaque 5 ans. Les prochaines auront lieu, je crois, en octobre 2027. Sauf s'il y en a un qui démissionne. Alors, non, alors ça, c'est pour le Grand Conseil. Donc s'il y en a un qui démissionne, c'est les VAT ensuite, qui sont aussi élus, qui remplacent. Hein. Donc là, par contre, là, tu parles du Conseil d'État sur lequel je vais revenir dans quelques minutes. Donc voilà, les députés, donc, ils sont élus au scrutin proportionnel, mais on a un problème ici, c'est qu'on a un quorum depuis 1912 à 7%. Ce qui fait que toutes les formations qui sont au-dessous des 7% ne sont pas représentées. Et c'est un problème malheureusement qui a beaucoup affecté la gauche alternative, parce qu'on est parti des fois à 2 ou 3 formations. Ensemble, on cumulait facilement 10 à 11%, mais comme aucune des formations n'a atteint le quorum des 7%, personne n'était représenté. Mais ce qui fait qu'in fine, vous avez 10 à 12% des votants dont l'opinion politique n'était pas représentée au Parlement. Alors, le Grand Conseil a les attributions suivantes. Donc, il propose un budget et des lois, il surveille l'administration et le Conseil d'État, et il exerce aussi le droit de grâce. Les séances, elles sont publiques, donc tout un chacun peut y assister. Puis il y a aussi une vingtaine de commissions, plus des commissions extra-parlementaires. Alors, je peux vous dire brièvement les partis qui sont représentés pour cette législature. Donc, vous avez l'UDC avec 12 sièges, le MCG avec 14 sièges, le PLR avec 22 sièges, Liberté et Justice Sociale, qui est la nouvelle formation d'un certain Pierre Maudet, avec 10 sièges, le Centre, qui était l'ancien PDC, avec 9 sièges, le Parti Socialiste avec 18 sièges, les Verts avec 15 sièges, et malheureusement la gauche alternative n'est pas représentée parce qu'elle n'est pas partie unie. Alors, là je ne vais pas vous énumérer des chiffres pour être fastidieux, je vais simplement vous faire comprendre que ça va être difficile de légiférer, de dégager une majorité politique, parce qu'on voit qu'il y a grosso modo trois blocs, la droite capitaliste classique, la droite entre guillemets populiste, plus la gauche et le parti de Pierre Maudet qui est un peu difficile à situer sur l'échiquier politique. Hein. Voilà. Il était ancien PLR. Donc alors, ancien PLR, avec tout ce qu'il y a eu, on voit qu'il a voulu un peu basculer vers une dimension un petit peu plus populaire en rassemblant une liste qui rassemblait beaucoup de catégories socio-professionnelles différentes, qui a aussi permis aux HUG de reconnaître avenir syndical. Bon, voilà. Donc, il y a eu en fait différentes choses qui ont été faites par lui qui changent par rapport à son premier engagement politique. En tout cas, dans la communauté musulmane, on le connaît bien. Oui. Sa fameuse loi sur la laïcité. Exactement. Qui est en fait une ingérence de l'État dans la conduite des affaires religieuses qui constitue en elle-même un accroc par rapport à une laïcité ouverte et inclusive. Tout à fait d'accord avec toi. Voilà. Et on en vient à ce que tu avais évoqué avant. Le Conseil d'État, qui lui représente le pouvoir exécutif, qui est composé de 7 conseillers qui sont élus au suffrage universel tous les 5 ans. Donc en fait, ils sont élus au système majoritaire à 2 tours. Donc si au premier tour, un conseiller obtient la majorité absolue, ça veut dire 50% plus une voix, donc il passe directement, ce qui est relativement rare. Donc à ce moment-là, on aura donc un second tour où ça sera la majorité simple, donc celui qui remporte le plus de voix sera élu. Et c'est curieux aussi de remarquer qu'un des seuls conseillers qui a été élu au premier tour, c'était Pierre Maudet à l'époque, qui avait raflé vraiment un nombre de voix absolument incroyable. Un sacré charmeur. Ouais. Alors son rôle est de faire exécuter les lois, de gérer l'administration cantonale. Il présente aussi des budgets et des propositions de loi qui sont validées par le Grand Conseil.
Voilà, donc là actuellement on revote de nouveau pour un conseiller d'État puisque Antonio Rogers était démissionnaire. Et Antonio Rogers, il est du parti, de quel parti? Les Verts, Les Verts, ouais. donc les écologiques. Ouais. Donc le taux de participation en 2023, c'est un peu inquiétant, il était de 37,14%, ce qui veut dire que sur 524 379 habitants de la population genevoise, il y a seulement 103 000 personnes qui ont voté. Voilà. Donc toujours voir que c'est pas la majorité qui va prendre des décisions, ce qui est vraiment dommage. Donc le Parlement se réunit une fois par semaine. Par contre là, les séances, elles ne sont pas publiques. Et après les séances, donc le Conseil d'État explique ce qu'il a décidé et produit des communiqués de presse. Voilà. Et puis je vous avais parlé de démocratie directe. Donc les deux principaux outils, c'est le référendum facultatif qu'on retrouve donc au niveau fédéral, communal et cantonal, et l'initiative populaire fédérale. À savoir que le référendum facultatif, au niveau fédéral, c'est par exemple des citoyens qui ne sont pas d'accord à un projet de loi, donc ils vont proposer un référendum. Et ça, c'est vraiment un outil très très important qu'il faut absolument privilégier. Et je crois que c'est unique en Suisse. Moi, je ne connais pas d'autres pays qui ont ce système-là. Oui, si on n'est pas d'accord, non, ça c'est on vraiment peut se mobiliser pour organiser un référendum où c'est le peuple qui décide. Oui, alors je dis, oui, en tout cas, c'est un des rares pays. Après, je sais qu'il y a d'autres pays qui proposent des référendums, mais c'est souvent les gouvernements, par exemple comme en France en 2005. Le fameux Brexit. Ou le Brexit, par exemple, en France en 2005, par rapport, je crois que c'était au traité de Lisbonne, le peuple a refusé, mais le gouvernement l'avait quand même appliqué. Donc voilà, ça c'est vrai que c'est extrêmement important. Donc pour ce faire, il faut récolter 50 000 signatures en 100 jours. Et puis pour signer, il faut être de nationalité suisse et avoir le droit de vote. Hein. Donc à Genève, le délai est de 40 jours et le nombre de signatures est de 5 370. Donc on dit toujours qu'il faut 10 à 15% de signatures en plus pour être sûr que toutes les signatures soient valides, que les gens n'aient pas signé à double. Mais à Genève, donc ça c'est pour des référendums cantonaux? Oui. Alors il y a le référendum facultatif au niveau fédéral. Et au niveau... Donc c'est 50 000 signatures en 100 jours. Il y a au niveau cantonal, donc c'est en tout cas à Genève, parce que chaque canton décide ses prérogatives, c'est 5 370 signatures en 40 jours. Et puis il y a au niveau communal aussi, on peut aussi faire des référendums au niveau communal. Donc à Genève, c'est entre 5 et 10% des électeurs, suivant la taille des communes et la population des communes. Puis le délai est aussi de 40 jours. Et le deuxième outil, c'est l'initiative populaire fédérale. Alors extrêmement important. Donc ça signifie que tout citoyen peut faire une demande de réviser totalement ou partiellement la Constitution. Donc pour une révision totale de la Constitution, donc il suffit que le peuple l'ait accepté et pas seulement les cantons. À ce moment-là, le Parlement sera dissous, il y aura une nouvelle élection et la Constitution sera revue. Ce qu'il y a le plus souvent, c'est l'initiative populaire qui demande un ajout partiel d'un nouvel article. Donc c'est en fait une proposition de loi. Et puis c'est un droit qui existe depuis 1891. Et depuis cette date, il y a pas moins de 235 initiatives qui ont été votées, puis de 570 qui ont été faites, dont certaines ont été retirées ou n'ont pas abouti. Et puis, alors c'est assez intéressant de le remarquer, il y a à peine 10% de ces initiatives qui ont été acceptées. Soit en tout 26 initiatives. Et pour qu'une initiative partielle soit acceptée, il faut qu'il y ait la double majorité. Donc, et les cantons et la population. Et puis peut-être une chose qui pourrait vous intéresser, c'est que la première initiative de 1892 concernait l'abattage rituel des animaux. Alors, cette initiative demandait d'interdire d'abattre les animaux sans les avoir étourdis préalablement. Donc ça visait évidemment la communauté juive à l'époque. En quelle année? En 1892. Et cette initiative a été acceptée parce qu'il y avait un antisémitisme un peu, latent dans toute l'Europe. Donc l'initiative a été acceptée et c'est pour ça qu'on doit abattre les animaux de cette façon-là. Comme quoi, il y a des choses qui ne changent pas. Et oui, exactement. Voilà. Et ce droit, alors je vais vous passer les éléments historiques, peut-être qu'un jour on pourra en parler de façon plus approfondie, mais ce droit a été codifié dans la Constitution en 1848. Et puis à l'époque, c'était 50 000 signatures. Hein. Voilà. Et encore valable aujourd'hui, cette loi. Ah oui, mais simplement que c'est 100 000 signatures qu'il faut... je ne sais pas si je l'ai dit, c'est 100 000 signatures qu'il faut recueillir en 18 mois. Mais il me semble qu'il y avait déjà eu une tentative dans les années 2000.
Ouais. Il me semble que j'avais Oui, voté alors sur il y a ce périodiquement sujet. des débats par rapport au délai, par rapport au nombre de signatures. C'est vrai que Ouais. certains partis de gauche voudraient plutôt abaisser le nombre de signatures. Enfin Ou voilà. bien ça avait été retiré, mais Oui, je me il y a souviens qu'il y avait... plusieurs histoires. Ouais. Et puis bon, pour terminer ce chapitre, au niveau cantonal, il y a deux types d'initiatives. C'est l'initiative populaire constitutionnelle cantonale et l'initiative populaire législative cantonale. La première demande un minimum de 5619 signatures et la seconde de 4214 signatures et le délai est de 4 mois. Voilà, la première c'est pour demander une modification de la Constitution et la seconde permet de soumettre un projet de loi au peuple. Voilà, en ce qui concerne un rappel des principaux éléments du système politique suisse. Donc juste par curiosité, déjà merci beaucoup pour toutes ces Je t'en prie. informations. Je crois que c'est très important. Ouais. Je pense qu'il y a beaucoup de citoyens suisses, pas seulement dans la communauté musulmane, mais qui ne sont pas tout à fait au clair sur tout ce système politique. Moi, il y a juste une question par curiosité. Je ne sais pas si tu as les chiffres en tête, mais est-ce que tu connais à peu près le pourcentage ou le nombre de la population musulmane suisse, de nationalité suisse, donc qui aurait le droit de vote? Alors ça, Je franchement... me pose juste la question si on est suffisamment nombreux pour lancer une initiative, si vraiment on était unis, ce qui n'est pas le cas, mais... Alors, oui, alors je pense que le chiffre exact, pour être franc, je ne le connais pas exactement, mais je pense que ça tourne autour de quelques centaines de milliers de personnes environ. Après, ça dépend quel type d'initiative, parce qu'il faut qu'elle soit en accord avec la Constitution aussi. Hein. Ouais, bien sûr. Donc c'est très important, j'ai oublié de le dire, mais il y a des étapes quand même, donc pas n'importe quelle initiative peut aboutir, c'est d'ailleurs un souci, parce qu'on parle de technocrates et de bureaucrates qui voudraient un peu, disons, enfermer ce droit pour qu'il ne sorte pas trop de l'ordre établi. Donc évidemment, on pourrait en faire une, mais voilà. Non, mais j'étais juste curieux par les chiffres de quel pourcentage de la population on représente réellement. Voilà. Moi, je pense que toute initiative venant de la communauté musulmane devrait viser le bien-être général et défendre le bien commun. Là-dessus, et que ce ne soit pas quelque chose qui soit plongé dans le communautarisme. Là-dessus, on est d'accord. Voilà. Oui, je pense, évidemment, oui. Alors, Xavier, encore une fois, je te remercie beaucoup pour toutes ces informations. Voilà. Et je rappelle, donc, parce que je ne sais pas si je l'ai dit en introduction, mais tu m'avais bien mentionné que tu interviens ici à titre personnel. Tout à fait, oui. Merci beaucoup. Merci aux écouteurs. Donc, n'oubliez pas, si ça vous a plu, de liker notre chaîne YouTube et de vous souscrire pour pouvoir recevoir les notifications pour les prochains podcasts que nous organiserons. Merci et salam.